Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la France traversée par de violents orages, gros dégâts dans le Doubs, des centaines de voitures sont abîmées, des écoles sont fermées, l'usine Peugeot est à l'arrêt pour plusieurs jours. L'alerte est maintenue ce soir dans 8 départements. La polémique sur la mission et le salaire de Christine Boutin, le gouvernement change de ton. Il lui demande de renoncer au cumul de sa rémunération de 9 500 € et de sa retraite de député. A-t-elle pris une décision? Christine Boutin nous répondra. Elle est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure. La percée de l'extrême droite aux Pays-Bas, le parti anti-islam de Geert Wilders devient la 3e formation du pays. Les libéraux et les travaillistes vont devoir former une coalition. Profession psychothérapeute, le métier sera désormais encadré. Après 11 ans de débats passionnés, le décret a été publié. Il impose une formation et l'inscription à un registre national pour éviter les abus. C'est le dossier de cette édition. Et puis une page spéciale mondiale. L'équipe de France est arrivée au Cap. Dernières images, dernière déclaration à 24 heures du premier match. Qui va jouer? Comment sont perçues les critiques, les doutes et quelle ambiance sur place? Réponse tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal et d'abord comme chaque jeudi, un rappel, il y a maintenant 163 jours, 5 mois et demi donc, que nos 2 confrères et collègues de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, ont été enlevés en Afghanistan. Nous avons une pensée pour eux et pour leurs proches. Premier titre, donc, ces orages très violents qui ont frappé la France et notamment l'est du pays. Dans le Doubs, les habitants parlent d'un phénomène exceptionnel. La grêle a perforé les toits, les voitures et les usines. Amaury Guibert avec notre bureau à Strasbourg. Même derrière une fenêtre, le bruit est assourdissant. Partout dans Montbéliard, des vidéastes amateurs capturent ces instants. Cela ressemble à un mitraillage en règle. Et voici l'un des projectiles. Cela va durer plus de 15 minutes. Il est à peine 19 h, mais déjà la nuit semble tomber sur la ville. Ce matin, les habitants ont réalisé l'ampleur des dégâts. Avec les toitures, les pare-brises de voitures sont les principales victimes. Moi j'ai ma voiture, la vitre arrière elle est complètement explosée. Les 2 phares pareil, des spocks comme ça quoi, De quelle taille étaient les grêlons? Ce boulanger a conservé, comme des reliques, les traces de la bataille. Oh ben, ils sont petits ceux-là, j'en avais comme des balles de tennis. Hein. Exactement. Comme des balles de tennis. Hein. Ah oui, oui, garanti. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est les plus petits ceux-là. Il y avait bien un quart d'heure, 20 minutes qu'ils étaient dehors ceux-là. Parmi les sites touchés, l'usine Peugeot, où les verrières de certains ateliers ont été détruites. Des chaînes de montage sont à l'arrêt, et ce au moins jusqu'à lundi. Il y a eu beaucoup de dégâts dans la région. Les pompiers ont effectué plus de 300 interventions. Ce matin, dès l'ouverture, certains sinistrés se sont précipités chez leur assureur. Tous espèrent le classement en catastrophe naturelle. Le maire et le préfet vont plaider cette cause auprès de l'État. Oui, et soyez prudents. Laurent Romeshko nous dira tout à l'heure que l'alerte est maintenue dans 8 départements ce soir encore. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, les plages et les chemins côtiers sont fermés. On redoute des vagues et une élévation du niveau de la mer. Chacun a encore en tête les déferlantes du mois de mai dernier. Et puis, image d'Espagne, en Galice et dans les Asturies, des pluies diluviennes ont fait sortir les rivières de leur cours. Plusieurs zones sont inondées, comme ici, dans le village de Barreiros, où des torrents d'eau ont emporté des voitures et provoqué des glissements de terrain. À l'étranger encore, la poussée populiste, je vous le disais, en Europe, après la Suisse, après la Hongrie, c'est aux Pays-Bas que l'extrême droite fait une percée. Des élections législatives avaient lieu hier. Le parti anti-islam devient la 3e formation du pays. Claude Sampère. Ses partisans laissent éclater leur joie. Hier soir, à la surprise générale, Geert Wilders, leader de l'extrême droite aux Pays-Bas, arrive en 3e position lors des élections législatives. Mes amis, l'impossible, mes amis, l'impossible, c'est réalisé ce soir. À 46 ans, Geert Wilders dirige un parti d'extrême droite, le PVV, qui veut interdire l'immigration en provenance des pays musulmans. 9 sièges dans la dernière assemblée, il en obtient aujourd'hui 24. Le vainqueur officiel de la soirée, c'est lui, Mark Rutte. Il dirige le parti libéral. Il arrive en tête avec 31 sièges. C'est une soirée fantastique. Juste derrière, les travaillistes avec leur leader, Job Cohen, 30 sièges. Le grand perdant des élections, c'est lui, le Premier ministre sortant, chrétien-démocrate.
À la télévision, les spécialistes politiques ont eu beaucoup de mal à y voir clair. Aucun parti n'a de majorité au Parlement et le prochain gouvernement sera forcément un gouvernement de coalition. Geert Wilders, arrivé solide troisième, sera au cœur des négociations. En France, les suites de la polémique sur la mission et le salaire de Christine Boutin. On l'évoquait hier, 9 500 € par mois, plus les avantages pour un rapport sur la mondialisation. Dans la majorité même, plusieurs voix se sont jointes aujourd'hui au concert de protestation, mais c'est surtout le gouvernement qui a changé de ton. Il lui demande de renoncer au cumul de sa rémunération et de sa retraite de député. Christine Boutin, qui est restée silencieuse depuis ce matin, nous répondra dans un instant. D'abord, on fait le point avec Thierry Curtet et Annie Triboire. Depuis 2 jours, Christine Boutin tente d'enrayer la course médiatique. Le Canard enchaîné révèle hier que la ministre s'est vue confier une mission sur les conséquences sociales de la mondialisation. Pour ce rapport, elle touche 9 500 € mensuels, qui s'ajoutent aux 6 000 € de sa retraite de député et aux 2 000 € de son mandat de conseiller général des Yvelines. 17 500 € de revenus au total donc. Pour remplir sa mission, elle dispose de locaux et de 4 collaborateurs rémunérés entre 4 500 et 6 000 € par mois. 22 000 € au total pour eux. 3 d'entre eux sont des proches. Ils militent dans le parti de Christine Boutin. L'ancienne ministre du Logement à la fibre sociale très développée a quitté le gouvernement il y a 1 an. Aujourd'hui, pour ses ex-collègues, l'addition ne passe pas. J'ai un tempérament auvergnat, donc l'auvergnat il trouve que dans toute chose il faut de l'équilibre. Et là je pense qu'on est au-delà de l'équilibre. Éric Woerth estime que si la situation de Christine Boutin choque l'opinion, il faut alors la clarifier. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, donc il faut changer les règles, notamment probablement de regarder de plus près tout ce qui est cumul entre une retraite, pension de retraite, et puis une fonction publique rémunérée. Il lui demande donc de choisir entre ses rémunérations. Ce matin, François Fillon s'est vu interpeller sur le sujet. Il y a eu ce matin un recadrage d'Éric Woerth. Il a refusé de répondre aux questions. La gauche se dit choquée et observe à distance la polémique à droite. Installer cette idée qu'il peut y avoir ou récompense pour service rendu ou récompense pour service à rendre, c'est vraiment détestable. Explication, ce salaire serait-il une contrepartie pour que Christine Boutin ne se présente pas à la future élection présidentielle? Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a appelé Christine Boutin pour lui demander de renoncer, le temps de sa mission, à sa retraite de député. Bonsoir Alix Bouygues, vous êtes en direct au ministère des Affaires sociales. Le gouvernement semble découvrir l'affaire. Qui exactement est à l'origine de cette mission confiée à Christine Boutin? Bonsoir David. Et puis écoutez, d'après nos informations, c'est bel et bien l'Elysée qui a accordé une mission à Christine Boutin. Christine Boutin souhaitait en avoir une et Nicolas Sarkozy a accepté. Alors concernant les moyens et notamment la rémunération, cette fois-ci l'Elysée renvoie sur Matignon. C'est le secrétaire général du gouvernement sous la tutelle du Premier ministre qui décide d'octroyer ou non des collaborateurs un bureau et c'est notamment lui qui fixe le niveau de rémunération. Alors dans l'entourage du chef de l'État, on estime que la mission est une grande contribution pour le G20, que Christine Boutin est compétente et qu'elle a l'expérience. En clair, une réponse à tous ceux qui estiment que cette mission a pour unique objectif de dissuader Christine Boutin d'être candidate à la présidentielle de 2012. Alix Bouygues au ministère des Affaires sociales. Merci Alix. Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. On l'a entendu, le gouvernement vous demande de choisir entre cette rémunération pour cette mission et votre retraite de député. Avez-vous pris une décision ? Oui, j'ai pris une décision, mais ce n'est pas le gouvernement qui me demande. Je suis suffisamment grande pour savoir ce que j'ai à faire. J'ai une mission qui est absolument superbe, qui touche à la vie de chacun d'entre nous sur la mondialisation, la tension sociale qui existe dans les pays développés comme les pays en développement. C'est une vraie mission. C'est une vraie mission sur laquelle nous travaillons avec des contacts de très haut niveau. Je travaille avec M. Stiglitz, avec M. Younous, voilà, avec M. Parce qu'on se dit que beaucoup de gens réfléchissent déjà à ces sujets dans les cabinets. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si vous avez bien remarqué que la crise, elle est là depuis 2 ans. Et qu'en réalité, il faut regarder
par rapport au G20, dont la France va être la présidente pendant un an, quelles sont les propositions que l'on peut faire aux autres pays du G20. Et ils attendent beaucoup. J'ai rencontré des Chiliens, des Brésiliens, des Africains qui attendent beaucoup la voix de la France à l'occasion de ce G20. Donc cette mission, je vous le dis, David Pujadas, et à vous tous qui regardez France 2, eh bien, je la mènerai. Le problème de la polémique sur mes revenus, je dois dire, comme l'a dit M. Woerth tout à l'heure, ils sont totalement légaux. Ma retraite est le résultat de mes 25 ans à l'Assemblée nationale. J'y ai donné toute ma vie, j'ai cotisé et j'ai un droit à la retraite. Je suis toujours conseiller général, j'ai droit à une indemnité comme tout élu. Alors le salaire qui m'a été octroyé pour la mission, elle correspond au niveau de responsabilité et de mon expérience politique de 25 ans de parlementaire, 2 ans de ministre, donc l'équivalent d'un salaire de haut fonctionnaire qui est à 9 500 francs. Est-ce que vous avez décidé d'y mettre Alors, j'ai donc décidé, alors que tout est légal, ce qui pose une question fondamentale, qui est celle de savoir, dans un état de droit où la loi est respectée, il faut plier sous le poids de la tourmente médiatique. Mais ce n'est pas ça ce qui m'a fait décider, et ma décision, je l'ai prise hier au soir. Ma décision, je l'ai prise hier au soir parce que j'ai entendu les Français qui ont de petits salaires, qui aujourd'hui ne peuvent pas comprendre qu'il y ait ainsi un responsable politique qui puisse avoir un montant de rémunération ou de rentrée d'argent de près de 18 000 €. J'ai donc décidé de mener cette mission de façon gracieuse en renonçant à mes 9 500 €. Ce qui est moins intéressant que ce que proposait M. Woerth dans son émission de ce matin, où il me disait d'abandonner la retraite. Pour renoncer à ce salaire, aux avantages qui vont avec aussi ? Les avantages des collaborateurs. Alors écoutez, si on m'enlève les collaborateurs, à ce moment-là, disons que cette mission n'a aucun intérêt, qu'il ne faut pas la mener, parce que moi, une mission d'une importance comme celle-ci, je ne peux pas la mener toute seule. Donc bien sûr, mes collaborateurs, je les garde, mais je renonce aux 9 500 € qui m'étaient octroyés de façon légale pour assumer cette mission. C'est une décision qui a été difficile à prendre ? Non, elle n'a pas été difficile parce que j'ai été touchée par l'émoi que ceci a provoqué chez les Français. Mais vous savez, moi je suis en train de créer une jurisprudence avec cette décision, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation et qui vont aujourd'hui ou demain être confrontés au même problème. Est-ce que vous comprenez tout de même, Christine Boutin, qu'on vous avait entendu tirer à boulet rouge sur le gouvernement au moment de votre sortie de l'équipe gouvernementale, puis un relatif silence, et on s'est aperçu qu'en même temps que ce changement de ton, il y avait ce changement de statut avec cette mission. Alors on se pose forcément la question de savoir si, d'une certaine manière, ce n'était pas une façon d'acheter, entre guillemets, votre soutien. C'est aussi, dans la polémique, quelque chose qui m'a profondément blessée. Moi qui suis une femme de conviction, qui suis une femme libre, qu'on puisse laisser entendre qu'on pouvait m'acheter, mon silence, vraiment, c'est inacceptable pour moi. Vous continuerez à critiquer le gouvernement si vous estimez qu'il faut le faire. Mais bien sûr, et je vous le dis très clairement, il est tout à fait possible que je me présente à l'élection en 2012 à la présidentielle. Je crois que ce pays va mal, je crois que la paix sociale est très fragilisée, et moi, c'est toujours la fragilité qui a mené mon combat politique, et je continuerai de le mener, et je ferai une belle mission. Vous le verrez dès le mois d'octobre, et en janvier, j'aurai des propositions innovantes. Et j'espère que la presse sera aussi attentive à mes propositions qu'elles l'ont été sur mes revenus. Merci Christine Boutin d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'actualité judiciaire avec l'ouverture demain d'un procès de la maltraitance. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du petit Dylan, ce garçon maltraité pendant des années par ses propres parents dans l'Aveyron, enfermé, battu, brimé, jamais scolarisé. Le couple risque jusqu'à 5 ans de prison. Sur place, Muriel Lassaga, David Bress. La maison où vivait Dylan est désormais vide. La mère vit dans un foyer, le père est sorti de détention provisoire en avril dernier. Le petit garçon n'a plus vu ses parents depuis 1 an. En mars 2009, les policiers de Millau découvrent la chambre de Dylan, 8 ans, ici avec son petit frère. Un dénuement total, un matelas souillé par l'urine, car chaque soir, l'enfant est enfermé dans cette chambre noire. Ses parents le trouvent trop turbulent. Pour l'avocat du père de Dylan, nous ne sommes pas en présence de tortionnaires, mais plutôt face à une misère sociale et intellectuelle. Je crois qu'on ne peut pas croire que ce couple était complètement conscient de tout ce qu'il faisait ou de toutes les conséquences qu'entraînait leur comportement, son comportement, à l'égard de l'enfant.
Le couple avait décidé de ne pas scolariser l'enfant. Pas de suivi médical non plus, mais des coups, souvent. Aujourd'hui, Dylan vit dans une famille d'accueil, séparée de son frère. Cet enfant va comme il peut aller suite au fait qu'il a subi pendant plusieurs années. Il retrouve un quotidien normal pour un enfant de son âge. Il est scolarisé. Scolarisé à 9 ans pour la première fois de sa vie. Ses parents risquent entre 5 et 7 ans de prison. Ils seront jugés demain. En bref, les dernières heures du congrès de la CFDT, invité remarqué aujourd'hui Bernard Thibault. La CFDT qui a donné par ailleurs son feu vert, malgré de vives tensions, à un éventuel allongement de la durée de cotisation pour la retraite, mais avec des conditions qui, je cite, ne sont pas réunies aujourd'hui. Image signée Emmanuel Morel. La Belgique s'apprête à vivre des heures décisives. Ce sont des élections capitales pour l'avenir du pays qui sont organisées ce dimanche. Les partis séparatistes flamands sont donnés favoris. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne dans les zones mixtes, flamandes et wallonnes. Deux cultures, deux langues, tout est sujet à discorde. Reportage François Baudonnet, Bertrand Catrice. Enghien, en Belgique, est connu pour sa cité médiévale et sa bière artisanale. Mais sa particularité la plus frappante, la voici, une ligne invisible au milieu de cette route. Ici, vous êtes sur la frontière linguistique. D'un côté de la rue, vous avez 4 millions de Wallons et de l'autre côté, 6 millions de Flamands. Une frontière sans barrière ni grillage, mais qui depuis 1963 coupe officiellement le royaume en deux parties, comme la caserne du village. La particularité de la caserne, c'est d'avoir 4 portes de garage sur la Wallonie et la 5e sur la Flandre. On a été appelé pour intervenir en Flandre. We moeten Nederlands spreken. C'est-à-dire, nous devons parler néerlandais. C'est ce que font les pompiers d'Enghien, pourtant tous francophones. Alors ici, plus qu'ailleurs, ils veulent croire que l'incendie entre Flamands et Wallons ne fera pas exploser la Belgique. J'espère que jamais on n'aura allé jusque-là et je crois qu'on trouvera, comme d'habitude, un bon compromis à la Belge. Mais en vérité, le compromis à la Belge ne fonctionne plus. Pour preuve, l'aéroport international de Bruxelles. Il est le théâtre d'une interminable bataille entre les deux communautés. En jeu, la décision des autorités de faire voler les avions, surtout au-dessus des banlieues francophones. C'est cette piste-ci qui est utilisée parce que ici, au bout de cette piste, ce sont les communes où la population est majoritairement francophone. En Belgique, les avions ne décollent donc pas toujours face au vent. Je connais aucun autre pays au monde où on va décider où les avions vont passer ou ne pas passer pour une raison communautaire, politique. Et c'est justement sur ce genre de blocage linguistique que surfent les indépendantistes flamands pour demander à terme la mort de la Belgique, des indépendantistes qui dimanche pourraient bien remporter ces élections. En bref, encore à l'étranger, à chaque jour, ces attentats en Afghanistan, un kamikaze s'est fait exploser au milieu de centaines de convives qui participaient à un mariage dans le sud du pays. Il y a 40 morts et 70 blessés au moins. Il est 20h16, restez avec nous. À suivre, le deuxième pays du monde s'ouvre à l'éducation. L'école devient obligatoire en Inde pour 300 millions d'enfants. Nous irons sur place. Profession psychothérapeute, le métier sera désormais encadré. Après 11 ans de débats passionnés, le décret a été publié. Et puis une page spéciale mondiale. L'équipe de France est arrivée au Cap. Dernières images, dernières déclarations à la veille du premier match. Qui va jouer? Comment sont perçues les critiques et les doutes? Et quelle ambiance sur place? Réponse dans un instant. D'abord donc, un géant du monde en mouvement. Le Parlement indien a voté l'enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans. C'est une avancée. C'est un défi aussi dans ce pays d'1,150 milliard d'habitants. Reportage Pierre Monégier, Dominique Marotel. Ils n'ont jamais vu une salle de classe. Pour ces enfants, le quotidien se partage entre corvées ménagères et travaux des champs. Officiellement, le travail des enfants est interdit en Inde, mais aujourd'hui encore, ils sont plus de 10 millions, comme Boudadeb, 8 ans, à rapporter quelques roupies essentielles à leur famille. Moi, j'aimerais aller à l'école, parce que j'aimerais devenir docteur. Dans le meilleur des cas, s'ils ne vont pas à l'école, c'est l'école qui vient à eux. Dans ce bidonville de Delhi, ce vieux bus scolaire a été réaménagé en classe ambulante. Un projet financé entièrement par une association privée. Quand il fait vraiment trop chaud, la leçon se poursuit dehors, à l'ombre des manguiers. Sous le regard de leurs parents qui n'ont reçu aucune éducation, ces petits oubliés du système tentent d'échapper à leur destin.
Moi, j'adore mon école et plus tard, je veux être institutrice. Mais les bénévoles se heurtent souvent aux réticences des adultes. Il y a souvent les parents qui n'envoient pas les enfants parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité d'apprendre à lire et écrire et pourquoi aller à l'école. C'est ainsi que se construit une Inde à deux vitesses. À l'autre bout de l'échelle sociale, des écoles privées comme celle-ci, très chères et à moitié vides. Mais bientôt, ces écoliers devront se serrer sur les bancs. Les autorités veulent y asseoir 25% d'enfants défavorisés et faire de l'éducation pour tous une cause nationale. Si je peux éduquer tous ces enfants, c'est sûr, mon pays s'en portera mieux. Officiellement, à la rentrée prochaine, tous les petits Indiens auront les mêmes droits. L'école sera gratuite et obligatoire pour 300 millions d'enfants de 6 à 14 ans. Mais selon ce directeur d'école, cela ne suffira pas. À Delhi, ça va encore. 90% des enfants vont à l'école. Mais dans les campagnes, près d'un tiers d'entre eux ne sont pas scolarisés du tout. En attendant, les plus courageux s'organisent pour étudier par leurs propres moyens. Même coincés entre l'aéroport de Delhi et une voie ferrée. À la rentrée, ils auront peut-être une place dans une véritable école. D'ici là, ce bout de trottoir fera office de salle de classe. C'est pas facile avec tous ces avions au-dessus de nos têtes. Mais si on veut étudier, on n'a pas le choix. Partout en Inde, des milliers d'écoles de la rue comme celle-ci voient le jour. Car derrière les annonces du gouvernement, le manque de moyens est tel que plus de 10 millions d'enfants indiens restent encore au bord du chemin. En bref, Nicolas Sarkozy en visite à bord du porte-avions Charles de Gaulle aujourd'hui en rade de Toulon. Le président de la République s'est engagé à préserver les capacités opérationnelles de l'armée tout en indiquant qu'elle devrait participer à l'effort de redressement des finances. Il a confirmé que la décision sur la construction d'un second porte-avions serait prise l'an prochain en 2011. Image signée Alain Dubas. La santé, c'est un très vieux débat qui vient d'être tranché ces derniers jours. Le métier de psychothérapeute sera désormais encadré. Le décret a été publié. Malgré l'opposition de beaucoup de professionnels, il impose une formation et l'inscription à un registre national. Il s'agit de tenter de donner le maximum de garanties aux millions de personnes qui y ont recours et de limiter les abus aussi. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nabila Tabouri, Christophe Kenck avec notre bureau à Rennes. Traumatisée par un viol, Delphine ne s'est pas méfiée lors des premières séances chez son psychothérapeute. La jeune femme le consulte sur les conseils d'une amie. Les mois passent, elle va de plus en plus mal, sa thérapie semble inadaptée. Il m'avait diagnostiqué obsessionnel. Après, il m'avait dit finalement que j'étais névrosée obsessionnelle parce que j'arrivais pas à me sortir de l'histoire que j'avais vécue. Il me disait concernant ma vie privée, mariez-vous, faites un enfant. Il m'a dit que j'étais coincée, qu'il fallait que je prenne, comme les diabétiques, je prendrais des médicaments toute ma vie. Donc là, je me suis dit, bah non, faut que j'arrête la thérapie complètement parce que sinon, il va complètement me détruire. Et Delphine a tout arrêté. Aujourd'hui, elle est suivie à l'hôpital par une psychologue. Des psychothérapeutes, il y en a 15 000 en France et environ 4 500 n'ont aucune formation reconnue. Jusqu'à présent, il leur suffisait simplement de poser une plaque pour pouvoir consulter. Si la plupart des psychothérapeutes ne posent aucun problème, une petite minorité est composée d'escrocs. Et c'est sur l'un d'eux qu'est tombée Martine. Il y a 10 ans, elle a consulté une psychothérapeute, d'abord pour son fils qui refusait d'aller à l'école, ensuite pour elle, après la mort de son père. Elle est complètement sous emprise. La psychothérapeute la convainc de quitter son travail, de déscolariser son fils. Elle réussit même à lui faire croire à de faux souvenirs pour expliquer son mal-être. Il se pourrait très bien que j'ai vécu un inceste et que je ne me rappelle pas de cette période-là. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vivre aujourd'hui, qu'il y a un malaise, etc. De l'entendre dire par une personne à qui j'avais confiance, comme ça, brutalement, moi, ça m'a complètement déstabilisée. Et quand on est manipulé dans ce sens-là, on n'arrive pas à juger de la situation. On est complètement pris dans un engrenage. Jusqu'à présent, la profession de psychothérapeute n'était pas réglementée. Un vide juridique auquel s'est attaqué le président de l'Assemblée. Pour ouvrir un cabinet, il faudra désormais obtenir un diplôme universitaire et suivre des stages de formation obligatoires. Ce sont des hommes, des femmes, peut-être de bonne volonté, mais souvent dangereux, qui s'autoproclament psychothérapeutes. C'est un nom rassurant et il y avait besoin que derrière ce titre, il y ait des garanties. C'est désormais ce qui existe.
Pourquoi une telle réglementation a mis des années à voir le jour? Simplement parce que cette profession, qui s'est construite sur une totale liberté des pratiques, est opposée à tout encadrement. Et pour beaucoup de professionnels, le diplôme garantit certes une formation minimale, mais ce n'est pas un label de qualité. Ce que nous critiquons dans ce choix, c'est qu'il privilégie la formation par le diplôme par rapport à la formation qui exige d'abord d'avoir fait un travail sur soi, puisque les psychologues qui reçoivent un diplôme de psychologue de l'université, ou les médecins, et bien souvent les psychiatres, n'ont fait aucun travail personnel. Martine, elle, a failli sombrer. Après la manipulation, elle a vécu la dépression, puis l'hospitalisation, un engrenage dont elle se remet peu à peu aujourd'hui. En bref, on a appris la mort de la comédienne Ginette Garcin ce matin, des suites d'une longue maladie. Chanteuse à ses débuts, elle avait entamé une carrière au cinéma et au théâtre dans les années 70, à la télévision aussi, jusqu'à ces derniers jours, avec Famille d'accueil sur France 3. Ginette Garcin avait 82 ans. On en vient à notre page spéciale football, coup d'envoi du mondial demain, faut-il le préciser. On va suivre des supporters français à la découverte du pays. On verra aussi les images fortes de la journée. Mais d'abord, on va parler de l'équipe de France. Elle vient d'arriver au Cap à 24 heures de son match contre l'Uruguay. Julien Benedetto, Mathieu Biardel. Entre doute et espoir, l'équipe de France est arrivée au Cap il y a quelques minutes. Criblée de critiques ces derniers temps, les Bleus ont sans doute apprécié l'accueil enthousiaste de cette cinquantaine de supporters. Demain, on va enfin savoir si ces Bleus-là sont taillés pour l'exploit. Si ça se passe mal, c'est pas pour ça que tout va s'écrouler et qu'on va s'arrêter. Et les matchs de qualification, ce que je disais tout à l'heure, on a mal débuté, mais on s'en est sorti. Et c'est ce que je dis, c'est que même si ça va être difficile au premier match, et ça va être difficile après aussi, on arrivera toujours à s'en sortir. Ce matin, la bande à Ribéry s'est entraînée une dernière fois à Naïsna. Huis clos de rigueur, Raymond Domenech cultive le mystère jusqu'au bout, mais sa composition d'équipe n'a, semble-t-il, plus de secret. Avec la défense attendue, Gourcuff et Malouda au milieu, et un trio Govou, Anelka, Ribéry, chargé de faire taire les critiques. Il y a quelques minutes, la sélection uruguayenne a découvert le flamboyant stade Greenpoint. Pour la France, cette pelouse sera demain le théâtre des rêves ou le champ des désillusions. Et je vous propose précisément d'écouter Raymond Domenech. Il donnait une conférence de presse il y a quelques instants. On écoute le sélectionneur. Il faut gérer, on est 23, prêts, déterminés. Je ne pense pas que le mot qu'on puisse donner sur l'esprit des joueurs, ce soit calme. Ils ont envie, déterminés, ils sont prêts, à la limite même un peu agressifs et impatients. Voilà, bonsoir Manuel Tissier, vous êtes en direct au Cap. Est-ce que l'équipe de France et son sélectionneur d'ailleurs ont des échos, des doutes et des critiques aussi qu'ils suscitent en France ? Oh que oui, vous savez qu'à l'ère d'Internet et du téléphone portable, ils sont au courant de tout. Ils épluchent même pour certains les journaux à la manière d'un Thierry Henry qui ne rate quasiment rien de ce qu'on dit sur l'équipe de France et qui parfois même décroche son téléphone pour dire sa façon de penser aux journalistes ou aux patrons de chaîne qui auraient un petit peu trop critiqué l'équipe de France. Et c'est vrai que même dans leur bulle à Naïsna, leur reviennent les échos des doutes qui traversent le pays, des doutes qu'ils expriment aussi en conférence de presse. Ils ne s'avancent pas très sûr d'eux sur cette rencontre. Et tout à l'heure, Raymond Domenech, à l'instant, il est toujours en conférence de presse en ce moment même, juste un étage au-dessous de moi dans ce stade, avec Patrice Evra, disait que les joueurs étaient agressifs et il a dit quelque chose à son sujet, et c'est très rare, il parle très rarement de lui-même, mais il a dit que pour lui, il pouvait résister à la pression jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire que la finale est le 11 juillet, lendemain de la finale, et qu'après cette date, il brûlerait. Donc il a montré sa première faille pour montrer que la pression était quand même très forte sur lui, mais après le 12 juillet, il ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France, donc il pourra un petit peu brûler, effectivement. Oui, que l'aventure se poursuive jusqu'au 12 juillet, c'est bien sûr ce qu'on souhaite à l'équipe. Manuel Tissier, au Cap, merci Manuel. Les supporters français, eux aussi, sont là. Ils sont arrivés. Nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Frédéric Ranck, ont suivi l'un d'entre eux avec ses amis pour dénicher l'emblème national, un coq. Il s'est aventuré dans les bidonvilles du Cap. Voici leur reportage. La vie de supporter vous conduit parfois dans de drôles d'endroits. Tournez à droite, puis tournez à droite.
Oh là, c'est que tu nous emmènes. Gougouletto est l'un des ghettos noirs les plus pauvres des environs du Cap, l'un des plus dangereux aussi. Voilà, ouais, comme ça. Clément Tomaszewski, son fils et leurs amis viennent y acheter un coq. L'indispensable mascotte sans laquelle il ne peut y avoir de Coupe du Monde réussie. Ah, mais voilà Balthazar. Pour Clément d'Antibes, ce sera sa 6e. Je crois qu'ils l'achètent pour faire de la sorcellerie, pour que la France gagne la Coupe du Monde. Voilà. 250, 30, 25 € pour un coq qu'il compte bien emmener avec lui à chacun des matchs. Tiens, il y a celui-là à faire cuire. Tiens. Il te montre le barbecue. Parmi les supporters français, Clément d'Antibes est une vedette. Un passionné qui s'est endetté bien au-delà du raisonnable pour s'offrir le voyage. En attendant la première rencontre demain soir face à l'Uruguay, il visite la région, mais il a hâte, et ses compagnons eux aussi, de se retrouver dans l'enceinte du stade de Greenpoint et d'encourager les joueurs de l'équipe de France qu'il soutiendra jusqu'au bout contre vents et marées. Moi, je suis confiant, je crois en nos chances. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris tous mes billets pour le 11 juillet. Le 11 juillet, le jour de la finale que Clément imagine contre l'Espagne, car la France, dit-il, a une revanche à prendre. Ce soir-là, une fois la victoire acquise, il rendra la liberté à Balthazar, le coq de Gougouletto, et rentrera le cœur léger jusqu'à Antibes. Les Bleus lui doivent bien ça. Ça fait 28 ans qu'à travers le monde, ils portent leurs couleurs et croient en leur bonne étoile. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas forcément les choses de près, Florent Gautreau nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir David. Qui sont les favoris de ce mondial? L'Espagne, au premier rang de ses favoris évidemment, invaincue depuis 12 matchs, championne d'Europe en titre, elle a l'arme fatale. Fernando Torres, il a 26 ans et a déjà marqué 24 buts avec la sélection espagnole. Deuxième favori, le Brésil. Le Brésil qui a participé à toutes les phases finales de Coupe du Monde, qui a déjà 5 trophées à son actif. Troisième équipe évidemment, l'Argentine, du duo médiatique Messi-Maradona. Messi sans doute le meilleur joueur du monde, Maradona qui a déjà gagné cette Coupe du Monde en tant que joueur, qui va essayer de le faire en tant que sélectionneur, et puis l'Angleterre qui attend le titre mondial depuis 1966. Et derrière, quelles sont les nations qui sont en embuscade? Il y a beaucoup de nations très proches en fait. Les Pays-Bas avec leur star Arjen Robben, mais également l'Allemagne, toujours présente dans les grands rendez-vous, c'est un poncif mais c'est vrai. L'Italie, championne du monde en titre, on est bien placé pour le savoir, mais qui est un peu vieillissante, et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Bon, je remarque que vous n'avez pas parlé de la France. Je sors mon joker, David, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Les bookmakers ce matin situent la cote de la France à 15 contre 1, une cote d'outsider, mais c'est vrai que les Français ont souvent réussi dans les tournois alors qu'ils n'étaient pas favoris. On se raccroche à ces statistiques car il y a beaucoup de doutes autour des Bleus. Et pour terminer, s'il y avait une équipe qui pouvait créer la surprise? Peut-être l'Uruguay que vous allez découvrir demain contre la France. L'Uruguay, un formidable duo d'attaque, Forlán-Suárez. Ce sera peut-être l'une des surprises de cette Coupe du Monde. Merci Florent. Et à ce propos, voici le résultat de la question de la semaine. L'équipe de France passera-t-elle le premier tour de la Coupe du Monde? Eh bien, l'optimisme n'est pas vraiment de mise. Non, 58%, oui, 22%. Ne se prononce pas, 20%. Vous avez été plus de 19 000 à voter. Merci à tous. Et avant de refermer ce journal, un détour par le plateau, d'à vous de juger. Bonsoir Arlette Chabot. On va aussi parler football chez vous ce soir, mais pas seulement. Oui, mais on parlera aussi politique, mais avec quelqu'un qui aime bien marquer des buts. Il s'appelle Jean-François Copé, et c'est vrai que cette année, il a plutôt effectivement marqué des points au sein de la majorité face au gouvernement et au président de la République. Il sera face aussi à Cécile Duflot, qui également est en progrès dans l'équipe politique France en général. Et puis bien sûr, à la veille de la Coupe du Monde de football, de l'ouverture dont on vient de parler, nous aussi, nous parlerons justement du poids du sport, du football dans la vie des États, de l'équipe de France, de Raymond Domenech, de l'argent, enfin de tout ce qui va avec, bien entendu, les questions liées à la Coupe du Monde et aux équipes, avec Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Santé et des Sports, avec Bernard Tapie, Aurélie Filippetti et Pape Diouf. Et voilà, donc beaucoup de football ce soir et beaucoup de débats, comme d'habitude, à vous de juger. On vous retrouve dans quelques instants, Arlette. Fin de cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la polémique sur la mission et le salaire de Christine Boutin. Il y a quelques minutes, en direct, sur ce plateau, l'ancienne ministre nous annonçait qu'elle renonce à son salaire de 9 500 € par mois pour cette mission, comme le gouvernement le lui demandait. Il lui demandait en tout cas de faire un choix, d'arbitrer entre cette rémunération et sa retraite de
de députés. Christine Boutin qui estime que cette décision devra faire jurisprudence. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui ne va pas vraiment nous redonner le moral. 20h35, à vous de juger donc. 23h10, le grand concert de la Coupe du Monde à Johannesburg avec sur scène les Black Eyed Peas, Alicia Keys et bien d'autres. Demain 13h, Alice Lucet, 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée à vous tous. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.